plateforme Parlons de livres. C'est une émission ouverte à toutes les personnes intéressées par la littérature. Nous recevons donc des auteurs pour parler de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous recevons M. Seck Bara. Monsieur Bara, bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Ravi de vous accueillir sur le réseau et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si je peux me permettre, je vais vous demander de vous présenter très brièvement. Oui, je suis Bara Seck. Donc, je suis auteur, romancier. Je suis né il y a bientôt 39 ans au Sénégal, plus précisément en Casamance, dans la région sud du Sénégal. Donc, j'y ai passé mon enfance, j'ai fait mes études au Sénégal. Et c'est après le baccalauréat que je suis venu en France faire des études de mathématiques et informatique. Et plus précisément, je suis diplômé en économétrie et en finance. Donc, je travaille dans la finance et parallèlement, je suis auteur et écrivain. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de votre roman. Voilà ce beau roman, de cendres et de larmes. C'est un beau roman. Hein, à voir la couverture, on est tout de suite attiré. La couverture est très attrayante. Merci. On regarde ce ciel bleu sous les cocotiers, les palmiers. Alors, on est curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle histoire se cache derrière cette belle couverture? Et ce titre est évocateur. Hein? Il est évocateur quand même parce que il évoque la tristesse, la destruction, la peine. Alors, qui serait mieux placé pour nous en toucher un mot que vous-même? Tout à fait. Il y a un contraste entre la couverture et le titre, bien entendu, et cela donne une idée de ce qu'on peut trouver dans le roman. En fait, De cendres et de larmes est un voyage dans le Casamance des années 1990. C'est un voyage durant lequel on suit le narrateur durant une période charnière de sa vie. Donc, le narrateur Suleiman est venu du nord du pays, attiré par les promesses de l'Eldorado casamançais, comme beaucoup d'autres Sénégalais, beaucoup de jeunes cadres, beaucoup de jeunes ambitieux à l'époque. Donc, la Casamance, c'était le nouveau Far West sénégalais. C'était là où il fallait être. C'était là où il fallait être pour se construire, pour réussir sa vie. C'est donc obnubilé par sa propre réussite qu'il s'était dévoué à son travail. Donc, c'est un homme rationnel, c'est un homme motivé et un homme qui croit à la vertu du travail, à la réussite par le travail. D'accord, on le voit. On le voit justement à travers le récit. Je crois qu'il part de Saint-Louis, il fait un tour à Dakar, il passe par Dakar. Tout à fait. Il est né à Saint-Louis, il a fait ses études à Dakar et oui. C'est une promotion qui, en fait, le ramène en Casamance. En Casamance, à l'époque, la Casamance, c'était comme je l'ai dit, l'Eldorado. C'était là où le Sénégal misait pour booster sa croissance économique. Parce qu'on sortait des indépendances, on va dire, de 1960, il y a eu les indépendances. Pendant une dizaine d'années, on a eu de belles années économiques. Et ensuite, ça a été la désillusion. Et pour relancer l'économie, la Casamance était, entre guillemets, la promesse. La promesse. La promesse, tout à fait. Mais à travers le livre, quand même, à travers le récit de Suleiman, on voit qu'il a essayé quand même à Dakar. Dakar, c'est la capitale. Tout laisse à penser que c'est Dakar qui va être l'Eldorado, quoi. Mais bon. La capitale, oui. Je dis, Dakar, c'est la capitale, mais Dakar, c'est aussi la capitale des désillusions. Tout à fait. Alors, il nous dresse un portrait, mais alors là, assez déprimant de Dakar. J'ai bien aimé. Hein. On va aller en page 15, là. J'ai vraiment bien aimé comment les qualificatifs qu'il donne à Dakar. Bye bye. Il dit bye bye à Dakar. Dakar la laide. Dakar et sa modernité feinte qui frise le guignol. Alors, le pire, c'est en page 25. En même temps, c'est dit, oh là là, c'est déprimant Dakar, mais franchement, l'auteur, ben, qui est vous, c'est que vous utilisez un langage, mais en fait, le lecteur c'est le graphique, quoi.
on se voit dans Dakar, cette mi-mégalopole, mi-bidonville, ville à la fois belle, hideuse, raffinée, sauvage, oppressante, enivrante et diaboliquement sorcelante. Oh là là, mais alors, pourquoi ce terme de, je veux dire, Souleymane a l'air de vraiment être dépassé par Dakar. Qu'est-ce qui se passe à Dakar au point, lui, de le faire, si je peux dire, déprimer et donner tous ces éléments péjoratifs envers Dakar? Je pense que c'est souvent les gens qui viennent de la campagne ou des villes périphériques qui arrivent dans une capitale, dans une mégalopole. L'idée qu'on se fait de cette ville lorsqu'on est dans son village ou lorsqu'on est loin, elle n'est pas la même lorsqu'on arrive. Souvent, les gens qui sont de Saint-Louis ou des autres régions du Sénégal, c'est des villes qui sont certes modernes, on va dire, mais qui ont gardé l'esprit village. Les gens se connaissent. C'est à l'esprit collectif. Alors qu'à Dakar, et ce n'est pas qu'à Dakar, je pense qu'on vit la même chose à Abidjan, à Kinshasa et même à Paris ici. Tout à fait, c'est commun à l'Afrique, ça. Tout à fait. Alors, notre personnage, Souleymane, donc, se retrouve en Casamance. Oui. Avec une promotion, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Casamance? En Casamance, Souleymane, il a l'ambition de réussir. Et il se donne tous les moyens pour réussir. C'est-à-dire qu'il est dévoué à son travail. Il est tellement dévoué à son travail qu'il est même sourd à tout ce qui se passe dans son environnement. C'est-à-dire, à côté de lui, il y a un contexte historique et il est réaliste. Voilà. Il est comme étranger à ce contexte. Oui, tout à fait. Et cela, en fait, permet de comprendre en parallèle la crise casamançaise. C'est-à-dire que les gens comme Souleymane, qui sont venus du Nord, qui sont arrivés, ils sont un peu comportés comme des colons sans le vouloir. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intégrés, ils sont venus pour réussir. Ils sont arrivés comme s'ils découvraient la Casamance. Je peux faire le parallèle, c'est comme si Christophe Colomb qui dit aux Indiens, je vous découvre, j'ai découvert l'Amérique, alors que les Indiens, ils étaient bien avant lui. Donc, ils viennent en Casamance pour réussir et ils sont sourds. Il est dans son monde, complètement. Et tout à fait. Alors qu'il y a des signes avant-coureurs et il est inattentif. C'est ça qui le surprend et c'est ça qui fait qu'il est happé par la violence de la guerre sans s'en rendre compte. Alors, il y a un personnage clé quand même qui lui fait prendre conscience de tout ça, c'est Monsieur G. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi je dis que ce roman… Emblématique quand même de ce roman aussi, Monsieur G. C'est la confrontation entre Souleymane et Ndji qui fait le piment de ce roman. Et tout à l'heure, vous disiez que dans la description de Dakar, il y a beaucoup de contrastes. Et ce livre est un livre de contraste. Ce roman est contrasté. Les personnages sont contrastés eux-mêmes et il y a aussi des contrastes entre personnages. Et c'est ça que je voulais amener, c'est pour parler de la crise casamançaise tout en amenant de la nuance. Souvent dans les guerres, il y a le bien, le mal. Et là, il n'y a ni bien ni mal. Personne n'est bon, personne n'est mauvais. Tout à fait. Alors, tout au long du livre, on découvre quand même, il y a quelque chose qui m'a… Enfin, il y a quelque chose que j'ai découvert. Il y a des symboles, il y a notamment le rituel. Je vais voir, c'est le rituel, je crois, du riz et de l'œuf. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer un peu? C'est quoi? C'est signe de mauvais sort? Qu'est-ce que c'est? C'est une tradition bien africaine. C'est que jusqu'à présent, au Sénégal, dans certaines villes, dans certaines rues, on peut croiser le matin des œufs cassés ou du riz ou du mil qui sont renversés. C'est que on va voir un sorcier, par exemple, il va vous dire pour écarter le sort ou pour orienter le sort, il faut faire un sacrifice, il faut casser un œuf. Okay. Ou alors du riz et le temps du riz. Ouais, pour influencer la personne, c'est pas pour le fait, parce que M. Souleymane découvre un matin de l'œuf et du riz. Pour lui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour jeter des sorts. Mais lui, il est un peu étranger à cette mentalité. On va dire, comme on dit en Afrique, il est européanisé. Alors, ça ne l'intimide pas, ce genre de pratique.
et ça c'est le point que je voulais apporter. C'est que Souleymane, bien que sénégalais, il a tous les traits du colon arrivé en Casamance. Il ne croit ni aux réalités et il est sourd au bouillonnement social d'une terre qui est censée l'accueillir. Lorsqu'on va quelque part et on est censé être accueilli, on doit au moins être sensible à ce que vivent les gens. Et lui, sans le vouloir, parce qu'il n'a pas été préparé. Et c'est ça qui fait le lit de cette crise. La crise casamançaise, elle n'est pas médiatisée. Pourtant, elle a 40 ans. Ah oui. C'est une crise qui dure depuis 40 ans. Et elle dure depuis 40 ans parce qu'il y a une incompréhension. Il y a des Souleymane et il y a des Ndji. Ils ne se comprennent pas. Ils sont sur le même pays, mais ils ne parlent pas le même langage, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Il y a un autre terme aussi qui m'a complètement amusé. La prison centrale, alors, on l'appelle le 100 mètres, les 100 mètres. La prison centrale de Dakar s'appelle 100 mètres, 100 mètres carrés. On l'appelle comme ça. Vous nous éclairez alors? Pourquoi 100 mètres carrés? C'est son nom, on va dire, légendaire. Et les Dakarois, les Sénégalais, ils ne disent pas la prison centrale de Rebeuss, ils disent 100 mètres carrés. D'accord. J'ai utilisé aussi un langage pour que les gens puissent découvrir. C'est pas le langage écrit sénégalais, c'est le langage parlé. C'est ça. De toute façon, on incite à lire le livre parce qu'il faut aller découvrir pourquoi la prison de Dakar s'appelle les 100 mètres carrés. D'accord. Vous m'avez peut-être, en expliquant, vous avez peut-être répondu à la question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Oui, j'ai un peu répondu. En fait, c'est que moi, je suis né en Casamance. Et j'ai voulu raconter la crise casamançaise, mais la raconter autrement, parce qu'il y a des dizaines de livres sur cette crise qui font plus attention aux aspects politiques, aux aspects militaires. Moi, j'ai voulu la ramener à hauteur d'homme, montrer que derrière les balles, il y a des hommes, il y a des destins. C'est ça mon objectif, et j'ai voulu, à travers le cheminement de Souleymane, qu'on puisse comprendre les nuances et la complexité de cette crise. Parce que cette crise, elle est certes née d'une frustration légitime, qu'on peut juger légitime, mais in fine, elle a plongé le Sénégal et la Casamance dans une impasse. Et cette impasse, elle est propice à tout type de dérives qu'on peut voir dans le livre, et aussi, elle fait le lit aux opportunismes, aux mafieux, ce qui fait que le livre, il y a une partie politique, on va dire, une partie psychologique, il y a aussi une partie enquête. Vous parlez effectivement de trafic de drogue, le village de pêcheurs qui se transforme en vraiment un antre de voyous, voilà, où se passe tout les cas sensibles. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la crise est dure parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'elle dure. C'est lorsqu'il y a instabilité, lorsque les populations fuient les zones de crise, les opportunistes et les bandits, eux, ils vont vers les zones de crise. C'est ça. Et ce qui fait que depuis 40 ans, on a une crise, on a une situation de ni paix ni guerre. On ne sait pas ce qui se passe en Casamance, mais il y a du trafic de drogue qui passe via la Guinée-Bissau et il y a du trafic de bois via la Gambie. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est que Souleymane explique, en fait, on se rend compte que la situation prévaut encore actuellement dans la plupart des pays africains. Elle prévaut actuellement, elle s'empire, à la mesure où, là, on parlait de rébellion et de trafic en drogue depuis quelques années, depuis 20 ans. Ce qui s'est rajouté à cette complexité, c'est qu'il y a le risque terrorisme autour. Et parce que le Mali n'est pas très loin, et donc tout ça fait que la Casamance est une cocotte minute. Ça peut devenir demain une sorte de zone de non-droit, comme on le voit au Nord Mali, comme on le voit un peu au Nigeria et au Niger. Oui, quand même. Oh là là. La situation est vraiment bien tracée parce qu'en lisant ce livre, on voit bien que c'est un problème actuel. Pourtant, il date de 93, le récit date de 93, mais en le lisant, c'est un problème actuel. Alors, oui, j'aurais pu l'écrire en focalisant sur les années 2000. Pourquoi 93? Les années 90 au Sénégal, c'est les années des rendez-vous ratés, des rendez-vous manqués. C'est qu'on a eu l'occasion, lorsque des problèmes se sont posés, parce que la frustration ethno-régionaliste des Casamançais, elle est légitime. Donc, ils ont posé le débat. Identitaire, oui. Tout à fait. Ils ont posé le débat et au lieu de saisir cette opportunité pour créer une nation, discuter, voir comment faire de nos différences des complémentarités ou des avantages, l'État central a réagi par la violence.
qui a fait qu'on a raté un rendez-vous de créer réellement un sentiment d'appartenance nationale. Mhm. Ce qui fait que jusqu'à présent, 40 ans après, il y a des gens en Casamance qui ne se considèrent pas sénégalais. Donc, Oui. Monsieur Ndji, le personnage Ndji à la fin, j'ai bien apprécié ce qu'il disait lui, parce qu'il a quand même déchanté. Hein. Au début, il parle à Souleymane, ils sont dans le maquis, dans la rébellion, voilà, ils pensent peut-être gagner la guerre, je ne sais pas. Mais à la fin, quand même, on a l'impression il y a un regain, il est plus réaliste. Et j'ai bien aimé son message. Il dit ceci, en fait, il croit à une idée qui rassemble. Hein. tout à fait. Et donc, il parle aux jeunes Africains en général, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est plus la jeunesse. Il leur dit de faire appel à l'action et aussi au don de soi. Tout à fait. Le don de soi, c'est effectivement, en lisant le roman, parce qu'on ne va pas tout dire, hein, cher le spectateur, le but est quand même que vous allez voir ce qui se passe dans le roman. Et ce personnage a écrit une longue lettre où il explique et que j'ai trouvé très réaliste, très véridique aussi, en disant ce qu'il faut faire pour sortir l'Afrique de ce marasme, c'est-à-dire éviter les guerres, tel camp, et c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Tout à fait. Et en préparant l'émission, je réfléchis, je me disais, quel est le mot qui pourrait le plus qualifier le roman? Je me dis, ce serait crépuscule, en fait. C'est le crépuscule de quelque chose. Et le crépuscule, c'est un moment terrible où on s'accroche aux dernières lueurs pour ne pas perdre espoir. C'est lorsqu'on passe du jour à la nuit. J'aime bien l'expression. Alors, le roman, oui, oui, pourrait s'appeler Le Crépuscule. Tout à fait. Tout à fait. Ça aurait pu s'appeler le crépuscule dans la mesure où là, on est dans le clair-obscur. Et c'est un moment de bascule. La Casamance bascule de Eldorado à enfer. Le Suleiman bascule de De l'espoir. l'homme, voilà, Tout c'est à ça. fait. De l'homme Indy, puissant, si on peut dire, l'espoir, l'homme puissant qui a réussi sa vie et tout à puis, fait. ouais, qui après la guerre lui fait voir vraiment, il a vu ce que c'est que les réalités et les atrocités de la guerre. Alors, il est complètement descendu de son piédestal. D'ailleurs, j'ai aimé ce petit passage où il dit qu'il a honte de repartir vers sa femme qui a été infidèle. Il a honte Tout de à fait. repartir et il y a une expression que j'ai bien aimée. Euh, alors, je vais retrouver la page. C'est poignant, hein? C'est poignant ce qu'il dit là-dedans. En fait, ça rappelle, en fait, tout au long de la fin du livre, en fait, ça rappelle, je veux dire, comment l'auteur, c'est-à-dire vous avez su faire passer ce message, hein, ce message à chacun en disant la vie, en fait, le monde est imprévisible. Le monde Tout à est fait. imprévisible. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle du crépuscule. Je disais que le crépuscule, par exemple, c'est le moment un peu irréversible. On sait que la nuit va tomber. Et dans la vie, on peut dire que c'est le moment où on se rend compte de la valeur des choses, De mais la juste valeur des choses. avant qu'on les perde. Juste avant que les choses ne nous filent entre les doigts, on se rend compte de la valeur. Et là, c'est trop tard, on va le perdre. On va le faire, c'est ça. Oui. Alors, en rentrant, monsieur Suleiman, en rentrant, après avoir dit, il a parlé d'amour à un moment parce que sa femme ne supportait pas ses infidélités. Alors lui, il trouvait que c'était une façon de ne pas lui prouver son amour. Elle était enfermée dans son égoïsme. Alors, c'est pas lui qui était égoïste, lui l'infidèle, c'est la femme qui était égoïste. Elle est enfermée dans son égoïsme, ne comprend pas pourquoi elle a tous ces états de comportement. Et à la fin, à la guerre, il réalise. Il dit, ah là là, ma femme, voilà, il commence, j'ai retrouvé le paragraphe ici, j'appréhendais les retrouvailles avec ma femme durant toutes ces années. Voilà, j'avais tout fait, non, elle avait tout fait pour que nous nous prémunissions des lendemains qui déchantent.
voilà, un lendemain qui déchante, il se retrouve dans une guerre où il perd tout. Elle a enduré mon entêtement à rester sourd. Elle a enduré mes infidélités. Comment allais-je trouver le courage d'affronter son regard? Ouais, Ouais. ouais. Allait-elle accepter mes repentances si je trouvais le courage de lui demander pardon? Mhm. Alors, c'est marrant parce qu'il dit, je me mis à souhaiter dans mon fort intérieur que le camion saute sur une mine. En fait, le camion qui le ramenait à la Exactement. vie, voilà, qu'il a sorti de la guerre en tant que rescapé. Et Oui. il dit, la mort plutôt que le déshonneur. Alors, vous pouvez nous éclairer, nous expliquer la mort plutôt que le déshonneur. Il appelle ça déshonneur, Parce que revenir chez sa femme et s'excuser. lorsqu'on a, lorsqu'on a été un peu orgueilleux, aveugle et sourd, et que la crise nous réveille, la violence du réveil fait que, oui, oui, pour lui, c'est le déshonneur parce qu'il se dit, j'ai perdu tant d'années à courir derrière une réussite professionnelle tout en semant le malheur dans ma famille. Tout à fait. Tout à Tout à fait. fait. Et, Il se battait pour réussir mhm, et il se battait non pas pour réussir pour sa famille, mais juste pour son ego, pour son ego, tout à pour fait. un accomplissement personnel. Exact. Donc, il poursuivait une chimère. Une Il poursuivait chimère, une tout à chimère, fait. alors, laissant le bonheur réel, sa femme, Tout sa est famille. tellement bien décrit dans ce roman. Je me suis vraiment régalée. C'est un roman captivant, hein, Merci avec beaucoup. tous ses rebondissements. On garde le suspense jusqu'à la fin. Et surtout, il transmet un message de vérité intérieure, c'est-à-dire des vérités qu'on connaît. On a parlé du problème qui prévaut dans la majorité des pays africains, ces problèmes de guerre, repli identitaire, révolte, Tout à fait. tout Tout ça, à fait. on ne trouve pas. Et ça touche vraiment le lecteur. Ça m'a vraiment, ça m'a parlé, ce récit. C'est un bon roman, Merci comme on beaucoup. dit, parce qu'il enrichit, il nous révèle des points de vue nouveaux. Dans l'extrait de la lettre de G, Tout à euh, fait. voilà, ça nous fait réfléchir. Et puis ça nous rappelle, comme on dit, le caractère imprévisible du monde. Une guerre éclate au moment où on pense que tout va bien, Monsieur Suleiman, la vie est belle, tout va bien, et voilà qu'une guerre éclate, il retombe de son piédestal. Voilà. Tout à Et, fait. et comme disait, vous savez, le poète Jean Cocteau, Mhm. qu'un bon roman, en fait, un bon roman, c'est un roman qui est un mensonge qui dit la vérité. Une belle expression. Ouais. Mensonge, pourquoi? Parce que c'est une fiction. Vous avez dit c'est un roman, c'est une Oui, fiction. oui. Et vérité, parce que son but, c'est de dévoiler des aspects, voilà, profonds de la condition humaine. Vous avez dévoilé les aspects, effectivement, des situations politiques, sociales, du moins tout ce qui se passe en Afrique, en fait. Les situations globales de l'Afrique. Vous avez effectivement, à travers ce livre, on comprend. C'est, oui, bien entendu. Au-delà de la crise casamançaise, ça parle de la guerre de façon générale. De- pour moi, s'il y avait peut-être un petit message à retenir, c'est que même si nous, en tant qu'humains, notre responsabilité sur le monde est d'abord individuelle. Mhm. Et nous devons avoir une conscience collective. Parce que si, sans cette conscience collective, nous restons à la merci de la fatalité. C'est ce qui est arrivé à Suleiman. C'est qu'il a une vision autocentrée du monde, tout est le nombril du monde. Il a commencé à construire, entre guillemets, sa réussite, mais il a oublié qu'il le construisait sur un sol mouvant. Oui. Ce sol mouvant, c'est la société, c'est la communauté, le monde qui l'entoure. Donc, si on ne prend pas compte de ce qui nous entoure, on peut ériger ce qu'on veut. On finira tôt ou tard par tomber dans le piédestal. Alors, vraiment, nous invitons les lecteurs à lire ce bouquin, à le découvrir. Il est captivant. On apprend beaucoup de choses et on le lit très vite, tellement il est prenant, tellement il est intéressant. Merci Et beaucoup. voilà, c'est donc De cendres et de larmes de Monsieur Seth Barra. Alors, pour terminer, Monsieur Barra, vous avez écrit un deuxième livre, Tout à fait. J'ai écrit un second roman qui a été publié en 2021, cette année. d'accord? Il ne Et s'agit pas, c'est pas la continuité narrative du premier, mais c'est une suite. C'est une suite parce que si je voulais continuer cette histoire des années 80, 90 au Sénégal.
Donc, le point de vue change. Je prends un personnage qui est secondaire dans le premier roman et j'en fais le narrateur principal dans le second. Et l'intrigue se passe à Dakar. Là aussi, donc c'est creuser Dakar. Et tout à fait. On est à Dakar. On est dans. Cette fois, ouais, le, le personnage principal aura le meilleur sentiment envers Dakar. C'est le Dakar des années 90 qui est un Dakar, entre guillemets, qui était, comme je le dis, un moment de basculement. Un moment de basculement. Les années 90, c'est les années de basculement au Sénégal. C'est le rendez-vous manqué. On aurait pu être un pays émergent à partir de là. Là, on est devenu un pays pauvre, très endetté, parce qu'on a pris la mauvaise bifurcation. Oui. Et je montre à Dakar comment la situation sénégalaise elle est hypocrite. C'est-à-dire, elle fabrique ses propres monstres. Oui, tout à fait. C'est général à toute l'Afrique, ça c'est sûr. Le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, le problème que vous évoquez est commun à toute l'Afrique. Toute l'Afrique. C'est vraiment, il faut une prise de conscience. C'est bien que vous arrivez à parler, à bien étaler comme vous avez pu le faire dans ce livre. C'est clair, ça nous éclaire, mais vraiment, ça nous donne des points de vue différents. Et vraiment, merci pour ce travail. C'était un chef-d'œuvre. Hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, la dernière question, notre émission tire déjà à sa fin. Ça passe vite, 30 minutes finalement. Ah, ça passe très vite. Alors, on constate dans le monde actuel que les gens ne lisent plus tellement. On ne sait pas, on est devant la télé, on fait ci, ça. Quel conseil donnez-vous aux gens, pourrez-vous donner aux gens pour lire, s'intéressent à la lecture? Il y a d'abord un rôle important que l'école doit jouer. C'est à l'école qu'on commence, la plupart des gens, entre guillemets, à se familiariser avec le livre. Si on n'a pas la chance de grandir dans une famille où les gens lisent, il faut que ce soit à l'école. Et moi, je suis arrivé à l'écriture par la lecture. C'est en découvrant, en lisant des auteurs comme Paulo Coelho, comme Yakhina Khadra, comme Ahmadou Kourouma, et plus proche de chez vous, comme James Ellroy. C'est des gens qui m'ont donné envie d'écrire. C'est des gens qui inspirent, tout à fait. Qui inspirent. Et pour moi, pour donner envie aux gens de lire, c'est comme vous le dites, notamment les jeunes qui lisent de moins en moins parce qu'il y a les jeux vidéo, il y a les plateformes de streaming. Et tout à fait. Il faut que les émissions, je pense, littéraires s'adaptent au nouveau format de vie et de consommation des gens. Et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux. Je vois de plus en plus de chaînes YouTube, d'émissions sur les différentes plateformes qui parlent de livres, qui incitent les gens à lire. Donc, peu importe comment on arrive à la lecture, peu importe. Qu'on lise un roman, qu'on lise un essai ou qu'on lise une bande dessinée, le plus important, c'est d'avoir un livre. L'avantage du livre sur un film, par exemple, c'est que le livre développe notre imagination. On peut lire le même passage et l'imaginer différemment. C'est ça. Et moi, j'ai un fils de 7 ans. Pour le pousser à lire, je l'amène dans des librairies. Elle demande de choisir le livre qu'il veut. Tout à fait. Tout à fait. Souvent, il est choisi souvent sur la base de la couverture, mais c'est son choix. C'est pas imposé. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire, c'est de montrer aux gens que déjà, de visiter les librairies, c'est vivant, c'est beau. Il y a une diversité d'offres de lecture. C'est le meilleur moyen pour moi de se cultiver, d'apprendre, de comprendre le monde et d'aimer le monde. Le message est passé. C'est vraiment à lire. Hein. Je vous conseille de le lire. C'est un sujet d'actualité. De cendres et de larmes. Monsieur Bara Seck. Voilà. Merci pour cet entretien. Bel entretien avec Monsieur Bara. Alors, aux spectateurs, je vous rappelle, nous avons donc parlé de ce livre de cendres et de larmes qui parle donc de cette guerre qui éclate en pleine Casamance à cause du repli identitaire casamançais. Et en dehors de cette guerre, ce qui est marquant, le fait marquant dans le livre, c'est quand même cette histoire de ménage, cette histoire d'amour, on dira, entre le héros, Souleymane, et sa femme. Souleymane qui arrive en Casamance, hautain, l'homme qui réussit sa vie, qui néglige sa femme, accumule des infidélités, et puis à la guerre se retrouve complètement, il se rend compte, il réalise
en échappant à la guerre, il a vu toutes les atrocités, tout ce qu'il a vécu pendant la guerre. Il rentre chez lui traumatisé et il s'est dit, ah là là, comment va-t-il faire pour affronter le regard de sa femme? Sa femme qu'il a négligée, sa femme qu'il a maltraitée, comment faire? À un moment, il dit la mort ou le déshonneur. Parce qu'il se demande s'il faut vraiment aller affronter le regard de la femme, tellement il était hautain. Il n'était pas un mari cordial, un mari aimant avec sa femme. Alors vous les hommes, c'est un sujet de réflexion. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous repartez quand même, voilà, vous vous mettez à la place de Suleiman, ou alors ça ne vous dit rien, vous repartez tranquillement chez la femme, et puis on fait comme si rien ne s'était passé. Ou alors vous les dames, vous voyez monsieur arriver avec tout ce que vous avez vécu, ben, c'est le mari, on fait table rase du passé, il a échappé à la guerre, enfin, voilà, c'est un sujet à réfléchir. Et tout ça, c'est quoi? C'est le thème de l'amour. Il faut réfléchir, je vous laisse réfléchir sur le thème de l'amour. Hein. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de Suleiman et de ce que la femme ferait à sa place. Qu'est-ce que vous ferez à la place de la femme? Merci, j'attends vos commentaires. Aimez le thème de la vidéo, eh ben, abonnez-vous et partagez-la au maximum. Merci. À la prochaine.